Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face cam, complètement différente des autres, où on va parler de ma santé en détail, de ce qui s'est passé cet été et du programme à venir. Donc cette vidéo va être très longue, vous pouvez l'écouter en faisant du ménage, en faisant de la création, en faisant autre chose, ou simplement vous installer confortablement avec un thé, un café ou autre chose. Je vais essayer de rester positive et joyeuse dans la vidéo, ce qui va être difficile et compliqué. Mais j'ai vraiment besoin de vous parler à cœur ouvert et de vous parler vraiment de ma santé pour que vous compreniez après la suite. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très bon été, que vous vous êtes reposé, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez créé également, que vous êtes amusé, détendu, enfin que vous avez pu profiter de cet été et de cette pause créative du moins avec moi. Cette pause risque d'être plus longue, mais j'y reviendrai plus tard. C'est compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que ça concrétise tout ce que je vais dire et c'est très compliqué psychologiquement. Donc, soyez indulgente avec moi et bienveillante. Je ne veux pas de votre pitié. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là pour vous détailler ce que j'aurais dû faire déjà depuis très longtemps, mes problèmes de santé. Mais avec ce qui s'est passé cet été, parce que vous saviez que, enfin pour celles qui me suivent, que j'avais 14 rendez-vous médicaux cet été. Car avec le médecin, le nouveau médecin que j'ai, on me reprenait tout à zéro. Ce qui fait que forcément, des choses se sont passées, des choses ont été découvertes, etc. Donc voilà. Je sais pas trop comment en fait faire cette vidéo. Je suis un peu... Vous me connaissez, j'ai toujours été honnête et franche, cash. Je sais que je vais certainement décevoir certaines personnes parce que les programmes... C'est dur, hein. Je vais pas mourir, hein, je vous rassure. Hein. Je sais que je vais décevoir certaines personnes, même beaucoup de personnes, parce que je vais pas pouvoir continuer, disons, le programme comme je me l'étais dit et que j'espérais pouvoir faire. Bref, je vais commencer. Je vais vous détailler chaque pathologie que j'avais jusqu'à présent, en vous disant ce que c'est et surtout ce que ça me fait, d'accord, comme effet, comme symptôme à moi. Pour que vous compreniez, quand je vais aborder après ce qui s'est passé cet été, que chacune de ces pathologies qui sont séparément pas graves, d'accord? C'est juste que pour une seule personne, dans un seul corps, il y a tout ça dans un seul corps. Et donc, il y a tous ces symptômes et handicaps que cela peut provoquer dans un seul corps, dans une seule personne. Et c'est ça qui est très, très compliqué. Et quand on va rajouter ce qu'il y a en plus, ça va vraiment... enfin, je pense que vous allez comprendre naturellement, quoi. Allez, j'ai tout noté, enfin... j'ai noté les grandes lignes pour que je sois la plus, comment dire, concise et tout, parce que j'ai beaucoup de soucis, mais vous allez comprendre, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à ne pas partir n'importe où, d'accord? Tout d'abord, voilà donc un mois et demi qui s'est passé. Pour moi, c'est passé comme une seconde. Je n'ai pratiquement quasiment rien fait de ce qui était prévu. Je n'ai quasiment pas lu vos mails. J'en ai lu que certains. J'ai répondu qu'à certaines d'entre vous parce que ça me mettait une pression supplémentaire par rapport à ce qui était en train de se passer, ce que j'étais en train de vivre pendant cet été. Je suis vraiment désolée. Vraiment, pardonnez-moi, je les traiterai, vous inquiétez pas, on en reparlera. J'ai quand même réussi à
finalisé 2 colis. J'ai finalisé le colis de Eve, il fait 7 kg. Et j'ai finalisé le colis de Swazik qui fait aussi 7 kg. Je dois demander à mon aide ménagère qu'elle puisse les déposer au point relais. Mais j'attendais de faire cette vidéo et que les vacances soient passées pour être certaine aussi que les personnes étaient présentes. Le colis de Anna, il est terminé. Il me reste à finaliser la création qui accompagne le colis. Par contre, le colis, il fait 10 kg. Donc, il faudra prévoir quand tu viendras le chercher. Et par contre, j'ai toujours pas commencé le colis de Anne S. Je suis désolée. Donc, pour l'instant, je vais faire un état des lieux de mon corps, de ma santé jusqu'à présent. C'est pas forcément dans l'ordre d'arrivée, hein, dans mon corps, on va dire ça comme ça. Mais jusqu'à présent, j'ai tout ça cumulé. Donc j'ai une maladie cardiaque, c'est la maladie de Bouveret. C'est une tachycardie jonctionnelle, une arythmie cardiaque, qui provoque des accélérations très brutales et des ralentissements très brutals des pulsations cardiaques. C'est-à-dire que je peux passer de 60 à 180 en pleine nuit, en plein sommeil, en plein repos. Donc je vais me réveiller en ayant l'impression que je suffoque. Et c'est très fatigant et c'est douloureux parce que les moments où ça accélère d'un coup et les moments où ça ralentit d'un coup, ça fait mal. Ça vient n'importe quand. Et évidemment, ça vient aussi quand j'ai de fortes émotions, positives ou négatives. Les crises, j'ai un traitement qui est pour des angines de poitrine, normalement. On a déjà essayé avec une exploration cardiaque pour essayer de brûler en fait le nerf qui pouvait contrôler, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc évidemment, c'est pour ça que je suis très essoufflée. Vous vous en rendez pas compte parce que les vidéos, je fais beaucoup de montage et que vous ne vous rendez pas compte. Mon début de parole est très rapide, mais je suis obligée de faire beaucoup de pauses pour reprendre ma respiration, ralentir mon rythme cardiaque, etc. Parce qu'évidemment, toute activité augmente évidemment mes pulsations. Donc ça, c'est ça. La maladie, je l'ai depuis toujours, mais elle a été diagnostiquée réellement à l'âge de 22 ans à peu près. Cette maladie cardiaque me provoque régulièrement des péricardites sèches chroniques. En fait, c'est le péricarde qui est autour du cœur qui s'irrite, qui s'inflamme. Il n'y a pas d'épanchement de liquide et tout ça, ce qui fait que c'est douloureux, ça provoque des douleurs similaires, des douleurs thoraciques similaires à un infarctus. Mais c'est pas un infarctus, voilà, qui peuvent varier en fonction des positions, plus ou moins fortes, si j'arrive à trouver la position qui peut me soulager. Et du coup, normalement, pour traiter les péricardites, donc c'est de l'aspirine pour fluidifier le sang et des anti-inflammatoires. Mais les anti-inflammatoires, je n'y ai pas le droit. Comme pour beaucoup de mes maladies que j'ai, elles seraient beaucoup plus supportables, atténuées, etc., faciles à vivre, si je pouvais prendre des anti-inflammatoires. Mais je ne peux pas à cause de mes reins. Je vais revenir. Les péricardites sèches peuvent arriver à la force parce que simplement, si j'ai trop de crises régulièrement, ça va donc fatiguer plus vite le cœur. Enfin, voilà. Mais ça peut être aussi à cause d'un grand stress, une grande émotion qui peut aussi me provoquer ça. Alors, au niveau de mes reins, il y a plusieurs choses. En fait, j'ai un métabolisme phosphocalcique. J'ai une MRC,
une maladie rénale chronique, mais qui comprend plusieurs choses. C'est très compliqué. Ça s'appelle, on peut l'appeler aussi la chondrocalcinose. En fait, c'est mon corps va fabriquer des calculs en phosphate de calcium partout dans mon corps, qui peuvent aller se mettre dans les articulations, un peu partout, et qui vont aller principalement dans mes reins, et donc va provoquer des coliques néphrétiques. J'en ai depuis toute jeune, depuis très longtemps, depuis mes 18 ans. C'est très douloureux les coliques néphrétiques. Jusqu'à présent, jusqu'à l'année du Covid, donc c'était 2020, j'en faisais plusieurs fois par an. C'était très compliqué, sans parler de ceux où j'étais obligée d'être hospitalisée. Enfin bon, c'était très compliqué. Et j'ai eu une dernière opération où, parce que moi le laser ne fonctionne pas, hein, c'est vraiment de la pierre incassable. On a trouvé une façon avec mon urologue de m'avoir permis d'être tranquille pendant 4 ans, parce que ça y est, c'est revenu. 4 ans, c'est déjà très très bien par rapport à ce que j'avais avant, mais pendant 4 ans, j'en ai pas eu, et ça, c'était génial. Mais, du coup, cette maladie va prendre du calcium, pas de mon alimentation. Ça serait facile. On a essayé des tas de régimes, etc. Ça ne vient pas de là. Il va prendre le calcium dans mes os. Ce qui fait que ça me rend les os plus fragiles, début d'ostéoporose, plus fragile au choc, etc. Et à plein de choses. Cette maladie provoque évidemment beaucoup de fatigue, des troubles digestifs, des besoins d'uriner très fréquents, mais aussi des besoins de boire très fréquents. Ça peut avoir aussi des atteintes neuropsychologiques, comme des dysfonctionnements cognitifs, ce qui est le cas, des ralentissements, des confusions, des hallucinations, ce qui est totalement le cas. Tout ce que je vous cite, c'est ce que j'ai. Voilà. Dans la plupart des maladies, j'ai tout, à chaque fois. C'est héréditaire la plupart du temps. Pour traiter et aller mieux, c'est des anti-inflammatoires. Donc, j'y ai pas le droit. À cause de ça, je suis en insuffisance rénale. Mes 2 reins sont autant fatigués l'un que l'autre. D'où l'impossibilité de prendre des anti-inflammatoires. Je peux uniquement utiliser des crèmes anti-inflammatoires parce que ça ne va pas passer dans le sang. Donc, je passe énormément de Voltaren en crème pour m'aider, c'est tout. Pour certaines choses uniquement, évidemment. Ça ne va pas soulager mes reins ou autre chose, hein. Mais cette insuffisance rénale, elle a aussi des effets. Ongles cassants, une très très grande fatigue, des troubles digestifs, des crampes, le syndrome des jambes sans repos, des démangeaisons intenses partout sur le corps, la peau très sèche, le fait d'extraire le calcium de mes os, ça les rend fragiles, et donc du coup avec des douleurs rhumatismales, osseuses, etc., même musculaires, puisque ça peut atteindre les articulations, bref, énormément de choses. Mais ça peut aussi me mettre dans la confusion et augmenter mes pertes de mémoire. Voilà pour ça. En plus de ça, alors la cause est probable, c'est parce que bébé, j'ai une pneumonie qui m'a donné une méningite très grave. J'ai été hospitalisée pendant des semaines à l'hôpital Necker à Paris, en chambre stérile pendant plusieurs semaines ou mois, je sais plus, de ce qu'on m'avait dit, parce que je m'en souviens, je note plein de choses, donc après je m'en souviens, mais parce que je les ai écrits.
parce que mon système immunitaire avait été tellement endommagé qu'il a fallu attendre qu'il se remette à fonctionner correctement. Donc, il pense que c'est ça. Et puis, j'ai une malformation du bassinet, du rein droit, ce qui forme un petit sac, ce qui fait que quand des microcristaux vont aller se mettre ici, après, ils ressortent plus. Donc, ils vont grossir, et voilà. Et ils ressortent plus, malgré les coliques néphrétiques, c'est-à-dire les contractions des reins pour essayer de l'expulser, ils restent là. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller les chercher, de les casser, d'aller les chercher à l'intérieur directement. Donc ça. Mais cette maladie m'a aussi donné des coliques hépatiques, puisque calcul, on peut en avoir dans plusieurs endroits. Donc j'ai eu, on m'a enlevé la vésicule biliaire à l'âge de 22 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées à 22 ans. Parce que j'avais beaucoup de calculs. Le problème qui s'est passé, c'est que l'opération en elle-même s'est très bien passée, sauf que je fais partie des 1% de la population à avoir des canalicules aberrants, c'est-à-dire des petits tuyaux en plus qui étaient reliés entre mon foie et la vésicule biliaire. Ils ne les ont pas vus quand ils ont enlevé la vésicule biliaire, puisque ça se fait sous célioscopie. Pour les voir, il aurait fallu ouvrir et farfouiller un peu partout. Du coup, 4 jours après l'opération, je venais de sortir, j'ai fait une péritonite biliaire. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tous ces petits tuyaux qui avaient été finalement arrachés ont fait une croûte, d'accord? Mais à la force de la sécrétion du foie, donc de la bile, qui normalement va dans la vésicule biliaire, ça a rempli les petits tuyaux et au bout d'un moment, les petits tuyaux, la croûte a lâché. Tout cet amas de bile s'est déversé dans tout mon abdomen. Le problème qui s'est posé, c'est que j'avais été opérée dans une clinique privée. Je me souviens simplement parce qu'on me l'a dit. Donc en fait, c'était tellement douloureux. J'ai cru que je mourrais ce jour-là. Je me réveillais, je criais, je tombais dans les pommes. Je me réveillais, je criais, je tombais dans les pommes, et ainsi de suite. En fait, il s'est passé beaucoup de temps avant que l'on me transporte à l'hôpital, parce que les ambulanciers, les pompiers, personne ne voulait me chercher, puisque c'était les suites d'une opération dans une clinique privée. Ce qui fait que ça a été très long pour me faire transporter en urgence à l'hôpital. Donc, l'opération a été très compliquée. Ils ont réouvert par là où ils étaient passés, tout ça. Sauf que ça avait créé beaucoup de séquelles pour le reste de ma vie. C'est-à-dire que, depuis l'âge de mes 22 ans, dans l'abdomen, normalement, toute la tuyauterie, tous les organes peuvent se mouvoir comme ils le veulent à l'intérieur, peuvent se dilater, se bouger, etc. Dès qu'on va manger, la digestion, si on a des ballonnements, voilà, d'accord? Bah, imaginez que moi, tout ça, c'est un seul bloc. Ça fait juste un seul bloc, d'accord? Il y a des adhérences, en fait, la bile qui s'est déversée à ce moment-là, le temps que je sois opérée, prise en urgence, a brûlé les organes du côté externe, et non pas à l'intérieur de l'organe, hein, mais du côté externe. Et quand ça a cicatrisé, ça s'est cicatrisé en se collant. Donc, j'ai des adhérences absolument partout, dans les organes intestinaux, etc., de l'abdomen. À tel point que c'était tellement complexe qu'à l'âge de 22 ans, on m'a dit il ne faut pas tomber enceinte, vous risquez d'y passer avec une grossesse. Vous le savez, je suis maman, voilà. À cause de ça, parce que ça a eu des séquelles sur mon enfant, j'ai quand même donc eu mon enfant, ma fille. J'ai eu une grossesse extrêmement douloureuse parce que il fallait qu'elle puisse se placer et que mes organes ne se déchirent pas. Enfin bon, vous voyez un peu le truc.
Donc, de ce fait, elle est née avec un torticolis congénital très grave, avec beaucoup de déformations externes et internes, mais que l'on ne savait pas à l'époque, puisque à l'époque, le gynéco que j'avais obstétricien n'était absolument pas celui que j'aurais dû avoir finalement, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui tout va bien, enfin tout va bien. Elle a des problèmes de santé à cause de cette pathologie, puisque à l'extérieur rien ne se voit maintenant, parce qu'elle a été prise en charge dès sa naissance pendant sa première année, mais elle a des séquelles internes qui ont causé des problèmes de santé. Voilà. Moi, de ce fait, ça a été encore plus compliqué par la suite, puisque les organes avaient pris des positions pour laisser de la place comme ils pouvaient à mon enfant, à mon utérus et tout ça, à tel point que quand on m'a fait une césarienne au bout de 6 jours de travail. Alors que s'ils avaient fait une échographie, ils auraient tout de suite pu se rendre compte, enfin s'ils avaient fait attention, pas une échographie, mais s'ils avaient fait plus attention et écouté surtout les séquelles que j'avais, qui n'ont pas pris en compte, ils se seraient rendu compte qu'elle ne pouvait pas bouger sa tête pour pouvoir s'enclencher dans le bassin. C'était pas possible, juste impossible. Mais bon, après 6 jours de travail qui m'ont déclenché, forcé parce que je faisais du diabète gestationnel, ils m'ont fait une césarienne. Et quand ils ont fait la césarienne, ils ont été obligés d'enlever ma vessie, pour vous dire. La vessie était devant, pour atteindre l'utérus. Et quand ils ont ouvert la tête de ma fille en même temps. Voilà, ma fille est née, elle n'était même pas encore sortie de mon ventre, qu'elle souffrait déjà. Enfin, ça c'était une aparté. Donc du coup, les séquelles que j'ai, d'une part, je n'ai plus jamais eu un ventre normal. Avant cette première opération, l'opération d'urgence que j'ai eue, j'avais un ventre plat, j'étais très bien dans ma peau. Après la deuxième opération, je n'ai plus jamais eu un ventre normal, ce qui a été extrêmement difficile psychologiquement parce que, et qu'il l'est toujours encore, mais beaucoup moins, parce que les cicatrices ne sont pas très jolies, dont une qui fait comme si j'avais 2 nombrils. La seule chose que le chirurgien qui a opéré ma fille après, parce que ma fille c'est héréditaire les problèmes de calcul, elle a été opérée à l'âge de 15 ans, on lui a enlevé la vésicule biliaire et elle a aussi les problèmes de rein, elle a fait ses premiers calculs il n'y a pas longtemps. Malheureusement, je lui ai transmis pas mal de choses. Et donc, tout ça pour dire que je sais plus ce que je disais. Mon ventre, lui, n'est pas de forme qu'il devrait être à la normale si je n'avais pas ces adhérences. Donc forcément, j'ai un ventre très gonflé ou dur par moment, en plus à cause des séquelles, parce que le fait d'avoir tout collé, à chaque fois que vous mangez quelque chose et que vous avez votre digestion, tout se mouvoie à l'intérieur, se dilate, se gonfle, bouge, permet que le transit, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça bouge, tout bouge à l'intérieur pour permettre au transit de se faire, etc. Moi, c'est fixe, bloqué, ne peut plus se dilater ni rien. Donc c'est extrêmement douloureux pour chaque chose que je dois digérer. C'est très compliqué parce que ça me provoque de très gros gonflements. Il y a des jours où je vais avoir un ventre gonflé autant qu'à la fin de ma grossesse. Et les jours où ils sont le moins gonflés, ce qui est assez rare, c'est surtout quand je vais bientôt aller me faire opérer ou quoi que ce soit. Donc j'ai certainement eu un régime sans résidus avant. Mais voilà, c'est pour ça que dans ma garde-robe, j'ai 3 tailles de vêtements en fonction des jours. 40, 42, 44. Tout simplement. Donc ça provoque énormément de douleurs atroces, comme si on voulait nous déchirer les organes de l'intérieur à chaque fois que j'ingère des aliments ou boissons ou quoi que ce soit qui va passer.
après dans les intestins. Et ça depuis l'âge de mes 22 ans. On est 47. Ça, plus le fait que j'ai une malformation du virage droit du côlon haut, plus les hérédités de ma famille où j'ai des polypes. Je vais tous les 3 à 5 ans en fonction de mes sensations, parce qu'à la force des années, on sait quand il y a quelque chose qui va moins bien que d'habitude. Je fais des coloscopies, gastroscopies avec des préparations très particulières où je suis obligée d'être hospitalisée pendant 4 jours pour avoir 3 jours de purge en sonde nasogastrique. Super glamour. Bref, voilà, mon gastro, c'est un amour. Je l'adore. Je le vois bientôt. Voilà. De ce côté-là. Ensuite, on continue. J'oublie certainement des choses. Je mélange certainement des choses, mais c'est pas grave. J'ai depuis toujours une hyperlaxité articulaire. Donc, depuis toute jeune, je me souviens depuis le collège d'avoir, et évidemment on ne me croyait pas hein, à cet âge-là, hein, on croit qu'on fait tout pour pas aller en cours, hein, c'est tout. Donc tout ce qui est douleur articulaire, douleur musculaire, luxation très facilement faite, des tendinites absolument à tous les endroits où on peut avoir. C'est impressionnant depuis toujours, donc j'ai régulièrement des tendinites absolument dans n'importe quel endroit d'articulation de mon corps, jusqu'à pouvoir me faire des déchirures musculaires juste parce que je vais peindre un meuble. Voilà, je me suis déchiré le triceps. Un matin, je me réveille, la veille, j'ai peint une table de nuit. Super effort, et j'avais une orange, c'était un épanchement dû à une déchirure du triceps, évidemment tendinite du coude, à l'épaule, etc. Voilà, donc les tendinites, les luxations, j'ai déjà eu des luxations des clavicules des deux côtés. Pour vous donner un exemple, depuis toujours, le matin, quand je me réveille, si j'ai dormi sur un côté droit ou sur le côté gauche, je vais avoir la clavicule au niveau de l'articulation du sternum qui va se subluxer. Voilà, une subluxation sternoclaviculaire exactement. Et donc, je vais avoir un os qui va ressortir un peu plus, ce qui fait que ça va provoquer des douleurs au niveau de l'articulation de l'autre côté de la clavicule, dans l'épaule, etc. Mais tous les jours, je m'étirais et tout se remettait en place. Sauf que depuis l'année dernière, cette clavicule, alors je ne sais pas si ça se verra, si je suis assez proche de la caméra, mais cette clavicule-là, elle est déformée par rapport à celle-ci. Voilà, je vais y revenir plus tard. J'ai également des problèmes concernant donc scoliose, j'ai une courbure inversée des cervicales. J'ai des tendinites de Kervin, j'ai les doigts, tout est touché, que ce soit les articulations, que ce soit les tendinites, que ce soit quoi que ce soit, avec tout ce que je vous ai déjà cité, tout est touché dans mon corps, d'accord? Il y a une maladie auto-immune qui est sur le... voilà, je dois voir une médecin interniste qui doit poser des diagnostics sur plusieurs maladies auto-immunes qui seraient possibles. 2 ou 3 différentes que je pourrais finalement avoir au jour d'aujourd'hui, qui n'avaient jamais été diagnostiquées, parce que ça arrive pas comme ça. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai de l'hypertension, ce qui est normal pour tout le monde. Enfin, voilà, j'ai un traitement. Je fais des céphalées de tension, j'ai des céphalées beaucoup moins maintenant parce que j'ai 2 traitements qui font que
j'ai beaucoup moins de migraines, etc. Et quand elles arrivent, elles passent très rapidement parce que je procède également à du shiatsu, des automassages, du moins la seule chose que j'arrive encore à faire parce que mes mains, c'est très compliqué de les utiliser pour n'importe quoi au quotidien, tous les jours. Et je pratique un automassage qui va permettre de faire circuler plus vite le liquide encéphalo-rachidien de façon à soulager cette migraine, cette céphalée. Donc ça, c'est la seule chose que j'arrive encore à faire. Donc voilà les sensations d'hypertension, donc voilà. J'ai une hernie hiatale depuis quelques années. C'est une partie de l'estomac qui est remontée par le diaphragme et qui est posée, on va dire, sur le diaphragme au niveau de l'œsophage. Voilà, ce qui provoque des douleurs d'estomac, des brûlures d'estomac, des ballonnements, des difficultés à avaler. Toujours ce goût d'acidité dans la bouche et ce qui provoque également de la fatigue comme toutes les autres. La maladie aussi, toujours en lien avec mes reins, qui enlève le calcium de mes os, a rendu ma mâchoire en gruyère, c'est-à-dire en gruyère. Mais avec ça, j'ai aussi des problèmes de toutes mes glandes exocrines. Là, on va parler du syndrome de Gougerot-Sjogren qui devrait être diagnostiqué officiellement quand j'aurai vu cette médecin. 3 médecins m'ont déjà dit que c'était ça. Il m'aurait juste à faire la ponction d'une glande salivaire pour confirmer le diagnostic. Ce qui confirmera beaucoup de choses. Mais du coup, entre ma mâchoire qui a cette particularité de gruyère et le fait que j'ai des problèmes de glandes salivaires, d'inflammation, ça d'un coup ça peut se gonfler, se boucher, pas par rapport à un calcul qui va forcément être là, mais d'inflammation, etc. Du coup, je n'ai plus la même salive, plus autant de salive, etc. Ce qui provoque énormément de problèmes de dents. Et j'en ai déjà 6 en moins, dont 5 en moins en haut. Et on ne peut pas me mettre d'implant parce que on risque de me casser la mâchoire. Donc on attend encore 2 dents en moins pour avoir enlevé le reste et mettre un appareil. Ouais. Voilà. J'ai des problèmes de sinus également liés à ça, puisque jusqu'à présent j'avais des séquelles dues à une opération, mais à l'époque on ne savait pas ce que j'avais dans la mâchoire, etc. J'ai eu un amalgame dentaire qui est passé dans le sinus, qui m'a développé une sinusite d'une gravité sans précédent. J'étais à la limite enfin les 5 sinus, tous les sinus étaient remplis d'un champignon à cause de cet amalgame dentaire. Les méninges, c'était pas loin. J'ai été opérée, on m'a fait un curetage, il a fallu passer par l'os, donc ce qui m'a fragilisé parce qu'on m'a ouvert l'os de la mâchoire par l'intérieur. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'avais des séquelles à cause de cette opération aussi, de sinus atrophiés à cause des suites de l'opération. Mais jusqu'à présent, j'avais le nez qui coulait tout le temps, en permanence, comme si quelqu'un qui a une allergie, vous savez, saisonnière, ben moi c'était ça, mais tous les jours de l'année, tout le temps, pour n'importe quoi. Je pouvais avoir le nez qui coule, même tout le temps, même dans les moments intimes, vous voyez, un truc genre, attends, bouge pas, je me mouche. Bref. Sauf qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse, puisque le problème des glandes exocrines font que toutes les glandes du corps, y compris à l'intérieur dans les organes, ne sécrètent plus assez. Ce qui engendre beaucoup de complications. Mon nez, maintenant, c'est très compliqué. J'ai énormément de maux de tête qui viennent
à cause de ça. Donc, je ne peux pas les gérer comme des céphalées de tension ou autre. J'ai des croûtes en permanence, je dois mettre de la crème en permanence. Enfin, c'est super glamour à 47 ans d'avoir déjà tout ça. Bref, ça c'est une chose. Mais je tiens à en parler parce que ça fait partie de toutes ces douleurs et de tous ces désagréments que je peux avoir au quotidien, H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Je continue. Du coup, comme je vous disais, ça peut atteindre également les glandes qui sont dans les organes, d'où une atteinte pulmonaire, des bronches et une atteinte rénale, ce qui engendre encore plus de problèmes et de fatigue et de complications à mes reins. Les pauvres. Le problème, c'est que j'aurais un rein fatigué, l'autre qui marcherait bien, ça serait nickel. Mais là, j'ai les deux reins. Moi, si mes deux reins ne fonctionnent plus, avec les problèmes, les pathologies que j'ai aujourd'hui, je n'aurai pas de greffe de rein parce que je ne suis pas dans les hauts pourcentages d'accepter la greffe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que je fasse tout pour conserver mes reins à cette limite que j'ai de passer en dialyse. Pour l'instant, non. Je fais tout pour éviter de passer en dialyse. Si je passe en dialyse, je vois pas l'avenir que je pourrais avoir par la suite. Mais ça me prouve, cette maladie peut toucher tous les nerfs crâniens, les douleurs articulaires, musculaires, les sécheresses oculaires, donc j'ai des lames artificielles, la sécheresse buccale, génitale, ça à la limite je m'en fous parce que j'ai personne. Ça provoque des troubles du sommeil parce que je me réveille, sans parler de la maladie de Bouvray, hein, je vais me réveiller parce que j'ai la sensation d'étouffer, parce que c'est tellement sec que du coup la paroi va se coller au lieu d'être lubrifiée. Si j'avale par exemple, elle va se rester collée longtemps avant de se décoller. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est horrible comme sensation. Donc il faut vite que je boive un petit peu d'eau pour réhydrater en fait ma bouche. Donc en fait je vous raconte même pas les nuits que j'ai. Enfin, non, je dors pas vraiment en fait la nuit. Et je vais dormir par 1h30 par 1h30. Voilà, j'arrive pas à dormir plus d'1h30 d'affilée depuis longtemps et encore bien plus en ce moment parce que le stress et etc. joue encore plus là-dessus. Cette maladie, ce syndrome de Gougerot provoque également tout ce qui est migraine, les sensibilités des muscles, les douleurs des muscles, les douleurs articulaires, les maux de tête, les migraines, les douleurs neuropathiques optiques. C'est-à-dire que j'ai aussi des pertes de vue de plus en plus importantes, ce qui était déjà le cas à cause de la morphine que je prends, mais ça je reviendrai sur la morphine après. Cause des déficits moteurs et déficits sensoriels, ce qui est aussi le cas. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc le problème des dents. Ensuite, les problèmes des mains, c'est des tendinites de Kervin, mais aussi des pouces. J'ai des problèmes d'arthrose dans le corps, dans les doigts, dans les phalanges, dans les épaules. J'ai des calcifications aussi dans beaucoup d'articulations ou dans les rotules. Mes genoux sont touchés maintenant, mes deux genoux sont touchés, c'est officiel. Mon épaule, je vais y revenir après. Ma clavicule, je vais y revenir après. J'ai des orthèses pour me soulager la nuit et que mes mains se mettent dans une bonne position de repos pour pouvoir être soulagée au matin. Il faut que je les refasse parce que les miennes sont en train de se casser. Des orthèses, c'est comme des attelles, sauf que c'est des attelles qu'on vous moule directement sur votre membre afin qu'elles prennent la meilleure position pour vous tenir au maximum, mais sans sensation d'être dans une attelle. Voilà, c'est génial. Moi, je sais que les orthèses, pour moi, c'est magique. Ça fait vraiment beaucoup de bien.
Sauf que moi, c'est mes deux bras. C'est pas un bras, c'est les deux. C'est bilatéral. Toutes mes atteintes sont bilatérales à chaque fois. Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? Donc l'arthrose que j'ai, c'est une arthrose dégénérative et qui va se mettre dans les mains, les doigts, les poignets, dans les épaules, dans les genoux, dans les chevilles et dans la colonne vertébrale. Comme j'avais pu vous le dire dans une des dernières vidéos, mon hernie discale s'était aggravée et j'espérais pouvoir être opérée et j'espérais pouvoir avoir rapidement des infiltrations puisque mon chirurgien ne voulait pas m'opérer tant que j'avais pas fait d'infiltration. Il s'avère que mon chirurgien de toute façon ne m'opérera pas, que je n'ai toujours pas eu d'infiltration, que je vois un rhumatologue le 12 novembre. Je n'ai pas de rendez-vous avant. C'est très compliqué à Bourges et dans le Cher pour avoir des rendez-vous médicaux, ce qui complique énormément les choses. Je dois avoir aussi des infiltrations dans les deux bras, dans les deux épaules. Donc la hernie, j'essaie de finir parce que je commence à partir un peu à droite et à gauche là. Mon hernie discale est causée à cause de l'arthrose. Donc j'ai de la L1 à la L5 plein d'arthrose qui cause une hernie discale avec conflit radiculaire bilatéral, c'est-à-dire pincement des nerfs sciatiques, des 4 nerfs sciatiques, on en a 4 qui sortent, 2 pour chaque côté, qui sont compressés par la hernie à cause de l'arthrose. Donc, j'ai la sciatique en permanence des deux côtés et des crises encore bien plus fortes n'importe quand dans la journée, un mouvement, un micro-mouvement où rester assise pour moi c'est très difficile, c'est pour ça que je fais des coupures au niveau de la vidéo. Je ne peux pas rester assise longtemps, je ne peux pas rester debout longtemps, je ne peux pas rester allongée longtemps. Bref. J'attends avec impatience de pouvoir voir les résultats qu'une infiltration pourra avoir sur ce type de douleur. Oui, je suis pas habillée pareil, enfin, j'ai mis un pull, on est le soir, mais j'ai oublié des pathologies importantes. D'une part, à cause de mon hernie discale, j'ai une paresthésie de la cuisse externe droite, c'est-à-dire que je ne sens plus la moitié de ma jambe, donc toute la partie de la cuisse externe droite de ma jambe, ce qui me cause, j'ai aussi une insensibilité totale du gros orteil et parfois je ne sens plus ma jambe gauche. Ça m'arrive plus la nuit en fonction de la position, c'est qui doit peut-être plus pincer un nerf que l'autre. Ce qui me cause énormément de difficultés, encore plus au niveau équilibre et pour marcher. Donc ça, depuis des années, ça fait des années et des années que je suis sous morphine, qui ont évolué au fil du temps, mais ça fait des années que je suis sous morphine, plus d'autres médicaments, d'accord? Le problème qui s'est posé et qui accentue bien plus mon problème des séquelles de toutes mes adhérences au niveau viscéral et donc de digestion, douleur extrême, etc., c'est que la morphine endort le système digestif. Donc je suis constipée, ouais c'est glamour, mais je suis constipée, c'est-à-dire au point où je suis obligée, malgré l'alimentation, parce que je suis obligée de ne plus manger certaines choses aussi. Mais bon, ça, à la limite, vous savez, je m'en fous. Hein. Il y a des choses que je sais que ça me fait horriblement mal, que j'évite, parce que sinon c'est tellement douloureux que c'est bon, que je le fais 1 ou 2 fois par an. Genre, j'adore manger des gratins de chou-fleur ou du chou farci, des trucs comme ça. J'adore les champignons de Paris. J'ai pas le droit, en fait, tout ce qui peut provoquer forcément des ballonnements,
les gaz, forcément me sont interdits comme bien d'autres choses. Mais je l'ai fait pendant des années et aujourd'hui, étant donné que il me reste pas énormément de choses pour profiter de la vie, je mange ce que je veux quand j'en ai envie, en sachant que je ne mange qu'un repas par jour, puisque je ne mange que très peu, puisque je n'ai plus de sensation de faim, je n'ai plus de sensation de satiété, donc il faut que je fasse aussi attention à la quantité que j'ingère au risque de vomir mon repas. Mais cette constipation, tellement importante, je ne vous raconte même pas l'augmentation des douleurs abdominales, viscérales, etc. C'est un calvaire, mais c'est vraiment c'est vraiment extrêmement douloureux. C'est aussi pour ça que je mange moins, pour avoir moins mal. C'est con, hein, mais voilà. Et le fait d'augmenter encore la morphine, etc., je sais que de toute façon, je vais encore plus souffrir au niveau abdominal. Mais bon, c'est quand même horrible d'être dans une situation où on essaie de traiter quelque chose pour essayer de diminuer une douleur, mais ça va en provoquer d'autres. Ou de soigner quelque chose, mais ce médicament va rendre malade telle chose. C'est hyper compliqué. Et une chose hyper importante que j'ai oubliée, qui fait partie de ma vie depuis plus de 15 ans maintenant, c'est que j'ai une fibromyalgie de stade 3 depuis plus de 15 ans. Diagnostiquée 15 ans. Je l'ai depuis plus en amont. Vous détaillez ce que c'est que la fibromyalgie, vous détaillez tous les symptômes, tous les handicaps, etc. que cela procure, serait plus long que tout ce que je viens de vous expliquer déjà jusqu'à présent. Donc si vous ne connaissez pas la fibromyalgie, moi j'en ferai une vidéo exprès que pour parler de ça, parce qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut en parler. Mais c'est un calvaire au quotidien, que chaque personne vit sa maladie différemment parce qu'on est touché de façon toute différemment. On a plus ou moins de symptômes. C'est vraiment totalement différent d'une personne à une autre. Mais en tout cas, j'ai tous les symptômes, absolument tous les symptômes qui existent concernant la fibromyalgie. Rajoutez à tout ce que je vous ai dit et continue de vous dire. Donc cet été, je pense que j'ai oublié des choses, mais c'est des choses dans les pathologies qui vont avec les autres pathologies, vous voyez. Donc, mais déjà, si vous faites le groupe de toutes ces pathologies-là et vous regroupez déjà toutes ces mots que cela me donne, mots MAUX, hein, douleur, etc., vous voyez déjà tout ce que j'ai en permanence, tout le temps, d'accord ? Jusqu'à présent, j'étais plus capable de marcher longtemps, de pouvoir m'accroupir. Je ne pouvais pas... en fait, je peux faire chaque chose, sauf que chaque chose a un impact immédiat sur les douleurs. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait ? Je souffre déjà en permanence. J'ai pas envie d'avoir plus mal. Je suis pas débile. Je suis pas sadomaso, quoi. Donc forcément, je limite les choses qui vont me faire mal. Mais il y a tellement, comme tout maintenant aujourd'hui me fait mal, me fait souffrir plus que ce que j'ai en souffrance constante. J'ai besoin de plus d'aide. Donc jusqu'à présent, j'avais une aide ménagère qui venait qu'une seule fois par semaine, ce qui n'était pas assez, à cause de mon assistante sociale. Mais ça, je suis en train de faire plein de dossiers avec la MDPH, plein de choses, parce qu'il va falloir que je déménage. J'habite au 3e étage sans ascenseur. Je ne peux plus faire mes courses toute seule, je ne peux plus les porter, et de toute façon, je n'ai pas le droit normalement, mais j'ai pas le choix vu que je n'ai personne. Ma fille s'installe
à Tours avec son chéri, etc. Et c'est très bien, donc je n'ai même plus son aide. Mon ex-mari n'habite plus du tout depuis le Noël dans la région, donc je peux plus compter sur son aide non plus. Je n'ai pas d'amis, de voisins qui m'aideraient, personne. Donc je n'ai que l'aide ménagère qui peut m'aider. Maintenant, j'ai besoin également d'une aide à la toilette. Ouais. J'ai besoin d'une aide pour tout, même pour m'éplucher les légumes, si je veux pouvoir continuer moi à créer. Voilà. En fait, il va falloir que je fasse des choix. Les choix avec mon médecin, mes différents médecins, ils savent que pour moi, la seule chose qui me reste aujourd'hui, c'est la création. Je n'ai pas de famille. La seule chose qui me reste aujourd'hui, c'est de pouvoir créer de n'importe quelle façon, puisque je touche à tout, vous le savez. Mais si je ne peux plus créer, moi, pourquoi continuer à me battre? Donc voilà, pour moi, tout ce qui me reste aujourd'hui, c'est la création. Pour moi, c'est l'art prend une place, c'est tout pour moi dans la vie. Ma fille et l'art, voilà. Ma fille est heureuse, fait sa vie, tout ça, c'est génial. Et ce qui me tient en vie, c'est ma fille et l'art, tout simplement. D'accord? Je ne suis pas dépressive. Vous le savez, je suis quelqu'un de très joyeux, d'optimiste, etc. Sauf que cet été, on en vient à cet été. Je reprends mon livre et je vais boire un petit coup. Sauf que cet été, qu'est-ce qui s'est passé cet été avec mes 14 rendez-vous? Évidemment, j'en ai déjà d'autres. Hein. Cet été, on m'a découvert des nouvelles pathologies. Bah, j'en avais pas assez forcément. Plusieurs médecins m'ont dit d'une part que je faisais peur à la plupart des chirurgiens et aux médecins et que j'étais un vrai cas d'école. Mais il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, je passe un message hyper important et sérieux là, tout de suite maintenant. Si quelqu'un parmi vous, dans votre entourage, dans votre famille proche, dans vos amis proches, vous avez des médecins spécialistes que vous connaissez personnellement, je vous en supplie, essayez de leur faire voir cette vidéo, la partie où je détaille tout et ce que je vais détailler encore là maintenant, parce que avec mon médecin, ma nouvelle médecin qui est géniale, on traite un par un pour l'instant, on essaie de faire le point un par un, on n'a pas encore terminé, ça fait déjà 6 mois que je la vois. Le mois dernier, c'était pas elle puisqu'elle était en vacances. On n'a pas encore terminé de faire le tour de mes pathologies. On attaque les mains ce mois-ci, donc j'ai des examens à faire parce que ça s'est empiré et il y a des choses à diagnostiquer, on va dire. Mais s'il vous plaît, si vous avez la possibilité d'avoir des médecins spécialisés dans différentes pathologies, etc., qui puissent voir pour nous aider, parce que une fois qu'on aura fait le tour de tout, il va falloir essayer de trouver, parce qu'il y a forcément, on sait que c'est pas normal que je développe autant de pathologies différentes. Il y a forcément un lien avec, comme pour la maladie de Cujero, il y a des liens qui font que c'est obligé que ce soit ce syndrome. Comme pour d'autres pathologies, c'est obligé qu'il y ait une maladie auto-immune ou d'autres maladies qui soient la cause de toutes ces pathologies, vous voyez. Mais le problème, c'est que c'est très dur. Il y a tellement de pathologies, j'ai tellement de pathologies différentes que d'arriver à trouver et de mettre le doigt sur telle ou telle maladie auto-immune, etc., qui puisse être la cause en partie de certaines maladies, de certaines pathologies, ça nous aiderait énormément, mon médecin et moi. Voilà, si jamais vous en avez la possibilité, qu'ils acceptent, je vous en remercierai, mais jamais assez. Donc, les nouvelles pathologies de cet été.
Donc, Gougerot, ça faisait déjà un moment qu'on en parlait, mais là, 3 médecins qui me disent c'est obligé que ce soit ça. Donc, je dois voir mon médecin interniste, c'est une femme qui pose les diagnostics, qui, elle, voit justement la totalité des symptômes, maladies, différentes pathologies pour mettre le doigt sur une des pathologies. Mais comme je vous dis, j'en ai d'autres. Il y en a forcément deux autres qui sont cachés. On tatillonne, on ne sait pas encore trop laquelle, mais bon voilà. Et donc on pense que c'est celle-ci pour beaucoup de choses que j'ai, parce que c'est pas normal que le type d'arthrose que j'ai soit à développement extrêmement rapide, c'est-à-dire en l'espace de 6 mois, je suis passée d'une vertèbre touchée un tout petit peu à 5 vertèbres envahies d'arthrose. Pareil pour les autres articulations, voilà, il y a des choses qui évoluent extrêmement rapidement, qui n'est pas dans la normalité des choses pour certains types d'arthrose, parce qu'il y en a tellement de différentes, et pour plein d'autres pathologies que j'ai. Donc ça, c'est une chose. Ma clavicule. Alors ça, ça va être... pardon. Ma clavicule, ça va être la partie la plus difficile à en parler. Parce que c'est très compliqué. Je suis dans la phase maintenant, je suis retournée dans une phase maintenant d'acceptation de mon état d'aujourd'hui. Dans l'état psychologique que je suis aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà. Je voulais tout arrêter, je voulais fermer la chaîne, je voulais tout arrêter. Voilà. Donc, ma clavicule. J'ai vu mon orthopédiste qui, lui, s'occupe de mon haut du corps, pas des mains. Pour mes mains, c'en est un autre. Après plein d'examens que j'ai pu faire, m'a dit. Donc, j'ai ma clavicule droite qui est envahie d'arthrose. Ça a mis... ça fait 1 an maintenant que ça a commencé. En 1 an, elle est envahie et l'articulation sternoclaviculaire est envahie d'arthrose. Moi, quand je suis allée le voir, je me suis dit, c'est bon, on va pouvoir opérer, faire une arthrodèse, etc. Ça se fait très bien dans plusieurs articulations. Je me suis dit, là, c'est bon, ça va se faire. Pas du tout. J'ai un œdème inflammatoire qui est donc juste derrière, c'est-à-dire entre l'aorte et l'articulation sternoclaviculaire. Ce qui fait que, d'une part, c'est risqué, c'est dangereux. Donc, ça aurait été une autre personne qui aurait eu la même chose sans avoir toutes les autres pathologies, il aurait dit la même chose. C'est pas possible, on ne fait pas. C'est trop risqué. Et en plus, par rapport à mes pathologies, il m'a dit que j'allais avoir, si j'avais eu cette opération, des séquelles dues à l'opération, tout en sachant que ça allait revenir, repousser encore plus, et donc plus de douleur. Ce qui va se passer dans le temps qui va arriver, l'évolution, ça peut être très rapide, lent, c'est pas moi qui décide, c'est mon corps. Le problème que ça me pose aujourd'hui avec mon bras droit, c'est en train d'arriver au bras gauche, mais c'est que le début pour l'instant, donc ça va. Mais le bras droit, je suis droitière, d'accord? À chaque mouvement que je fais du bras, ça fait un mouvement de l'épaule, mouvement qui touche la clavicule et qui fait bouger, pardon pour le micro, qui fait bouger l'articulation au niveau sternoclaviculaire. Ce qui provoque des douleurs, des tendinites, des douleurs musculaires et articulaires dans le bras droit, tellement importants, suivant ce que je vais faire, qu'après, je ne peux plus me servir de mon bras, main, etc. pendant plusieurs heures. Voilà. Et quand je vous dis de me servir de mon bras, c'est pas pour aller tronçonner un arbre, hein. C'est pour faire du tamponnage, du découpé. À partir du moment où vous voyez, là, je pose mon bras, il est posé. Donc, mon épaule n'a pas le soutien du bras. À partir du moment où j'ai le bras comme ça, mon épaule a le soutien du bras. Donc, là, elle travaille.
Donc ça, c'est déjà un mouvement, déjà, un effort déjà juste par rapport à la clavicule. C'est-à-dire que quand je suis juste comme ça, sans pause, sans avoir quelque chose qui me soutient le bras, j'ai déjà mal dans la clavicule, ici, à l'articulation sternoclaviculaire. Donc imaginez, à chaque fois qu'on fait quelque chose, alors je vous parle même pas de lever les bras, hein. Bah non, hein. Mais juste quelque chose, sans parler des douleurs que j'ai dans mes mains, poignets, doigts, etc. Là, je parle juste de ce problème-là. Ça va évoluer. Évidemment, ça va évoluer de façon à ce que ça va me faire diminuer, voire perdre la mobilité de mon bras. Et donc la possibilité de créer. Donc, j'ai du kiné. Je dois commencer parce qu'en fait, j'ai pas encore pris les rendez-vous. Je suis désolée, hein, vous savez, je vous cache pas mes émotions et tout ça parce que vous êtes ma seule famille. Vous êtes ma famille, donc forcément, je partage ça avec vous parce que j'ai personne d'autre. Mais je ne veux pas de votre pitié, on est bien d'accord. D'accord? Du soutien, de la bienveillance, c'est tout. Mais je ne veux pas de pitié. Hein. On a toujours pire que soi. Mais là, aujourd'hui, psychologiquement, pour l'instant, je ne vois pas les gens qui sont pires que moi. Pour l'instant, je me dis, pourquoi moi? Donc, je dois faire du kiné en balnéo. Donc, uniquement du kiné dans l'eau parce qu'il ne faut surtout pas le faire à sec, comme ils disent. Pour éviter diminuer l'ankylosement. Voilà. C'est tout. La seule chose qui pourrait m'aider au niveau douleur et inflammation que ça crée, etc., c'est les anti-inflammatoires. Comme pour beaucoup d'autres pathologies, j'ai besoin d'anti-inflammatoires, mais comme mes reins sont fatigués, je n'ai pas le droit aux anti-inflammatoires. C'est complètement débile. Hein. Donc la seule chose qui me reste, c'est les infiltrations de corticoïdes pour essayer de voir si on arrive à me soulager. Et on a doublé toutes mes morphines. Les morphines à libération prolongée en LP et mes morphines en prise directe, mes interdoses. Jusqu'à présent, j'avais mes morphines, une morphine le matin et le soir, donc à 12 heures d'intervalle en libération prolongée. On les a doublés en 2 fois, hein, enfin on a augmenté en 2 fois. Hein. Le mois d'août, pardon, et là j'ai attaqué le mois de septembre pour le plus fort. Et mes interdoses, jusqu'à présent, j'avais des interdoses 5 fois par jour, en 5 mg. Et là, je suis en interdose 6 fois par jour, donc toutes les 4 heures, en 10 mg. Ça fait une sacrée augmentation. Et mon augmentation de mon LP est passée de 20 à 30. Donc on a fait 20, 25, 30. On n'a pas doublé, mais on peut encore augmenter. On va voir en fait l'évolution. Mes médecins cherchent aujourd'hui, et c'est ce terme qui me fait horriblement souffrir. On cherche une situation de confort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autre chose. Juste essayer de trouver une situation de confort pour que ce soit un peu plus acceptable et supportable. Mais attendez, c'est pas fini. Mais avec ça, il s'avère que maintenant, j'ai aussi 2 nodules à la thyroïde, dans la thyroïde. Un de 1,5 et un de moins d'1 centimètre.
Mon ORL, je l'aime d'amour. On se connaît depuis 2008. Il a opéré 13 fois ma fille. Oui, quand je vous dis qu'elle a eu des séquelles et qu'elle a des séquelles, c'est pas pour rien. Donc, on se connaît très très bien. Le problème, c'est que un cancer de la thyroïde, ça se guérit aujourd'hui, c'est le cancer qui se guérit le plus facilement, d'accord? Je ne juge personne, enfin voilà, c'est ce qui est un fait. On enlève tout et après on prend des médicaments à vie, puis c'est tout, d'accord? Sauf que moi, oui, j'ai une courbure inversée des cervicales, mais j'ai une cervicarthrose importante. C'est-à-dire que dans mes cervicales, avec cette courbure inversée, pour ajouter, j'ai de l'arthrose dans toutes mes cervicales. La position pour cette opération est la nuque complètement renversée en arrière. Mon ORL me connaissant très très bien, et sachant, il me connaît très bien, il m'a dit, le problème c'est que pour l'instant on ne peut pas opérer. Il ne faut pas opérer tout de suite, il faut attendre le bon moment, et en sachant qu'après l'opération, d'une part l'opération est risquée, à cause de mes cervicales, pas là, hein, pas la thyroïde, hein, mais à cause de mes cervicales, l'opération est risquée de par la position chirurgicale, et que j'aurai des séquelles après l'opération au niveau de mes cervicales. Donc ça fait beaucoup pour une personne, hein, moi je vous le dis, hein. Dans un seul corps, ça fait quand même beaucoup de choses, moi je vous le dis. Hein. Vivre au quotidien, tout ça, en étant totalement isolé des gens et d'ayant personne, c'est ça. Avoir tout ce que j'ai, c'est une chose, mais quand on est en famille, qu'on a de la famille, qu'on voit du monde, qu'on est hyper soutenu physiquement. Je sais que vous êtes beaucoup à être là pour moi et je vous en remercie d'avance. Mais déjà, j'essayais le matin de trouver toujours qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fonction de l'état où j'étais. Mais là, donc, j'ai aussi ma TDAH parce qu'on en avait parlé il y a longtemps et on avait parlé avec une d'entre vous. Je te fais un coucou, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Mais tu sais que je parle de toi et tu sais que pourquoi j'ai oublié ton prénom. Et du coup, avec mon médecin, on avait évoqué cette forte probabilité de TDAH et qui, aujourd'hui, fait qu'elle est encore bien plus forte, cette probabilité, vu comment plein de choses se passent. Si vous ne connaissez pas la TDAH, je vous mettrai le lien vers sa vidéo qu'elle a fait en parlant de sa propre maladie, qu'elle explique vraiment très très bien. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne et vers sa vidéo. Mais, donc, forcément, ma chaîne, il y a des répercussions sur mes vidéos. Je fais une pause parce que là, j'en ai besoin. Et je fais la suite, on parle de la suite. Donc, voilà un petit peu le topo qui s'est passé. Le topo. Tout ce qui s'est passé cet été. Comme j'ai fait une longue pause, j'ai pleuré encore un bon coup, ça m'a fait du bien. J'ai 3 kinés différents pour 3 choses différentes. Donc ça va faire un minimum de 3 séances de kiné par semaine. Pour moi, c'est extrêmement fatigant parce que rien que déjà de sortir de chez moi, de descendre et de remonter de chez moi. Mais pour moi, le kiné, c'est fatigant, ça a toujours été très fatigant. Et le kiné en balnéo, j'en ai déjà eu. Et c'est encore bien plus fatigant à tel point que des fois, j'étais incapable de rentrer en voiture
pour faire que quelques kilomètres. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va m'engendrer encore bien plus de fatigue et de douleur avant que cela devienne peut-être bénéfique. Je dis peut-être parce que je connais. J'ai déjà pratiqué tellement de fois. Mais j'essaye parce qu'il faut continuer d'essayer encore et encore et encore et voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc avec tout ce que je vous ai dit, je sais qu'aujourd'hui, je suis dans la phase d'acceptation. Accepter ma nouvelle situation physique de mon corps, les douleurs, les handicaps que cela me procure. Je suis en train de faire tout plein de démarches pour pouvoir être dans un lieu qui me conviendra mieux par rapport à mes pathologies. Et d'avoir plus d'aide à la personne. Et comment j'ai fait cet été pour gérer psychologiquement au fur et à mesure les nouvelles, on va dire, à chaque examen. Je me suis plongée tant bien que mal dans le mix média qui est pour moi avoir les mains pleines de peinture et de couleurs différentes, c'est une explosion de joie intérieure qui m'apporte le plus de bienfaits psychologiques inimaginables. Pour pouvoir faire ça, du fait que ma fille n'est plus que rarement là, j'ai transformé ma pièce à vivre que j'étais en train de ranger et d'organiser en atelier de mix média. C'est-à-dire que j'ai le canapé, les coussins qui sont installés de façon à ce que je vienne, j'ai juste à m'allonger avec la télé et mes vidéos YouTube que je regarde sans cesse, ça n'a pas changé. Tout est prêt à l'emploi, mes peintures sont sorties, ma gel presse, mon junk art journal, mes carnets, j'en ai absolument de partout. C'est-à-dire que quand on rentre ici, on a l'impression de rentrer dans un atelier et non plus dans une pièce à vivre. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour ne pas être submergée et désespérée par les émotions suite à tout ça. Et donc, il y en a partout. Mais c'est important que pour moi, les choses soient prêtes à l'emploi et ne plus avoir à sortir les choses. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que je puisse installer dans mon futur nouveau chez moi. C'est-à-dire que il faut absolument que je fasse en sorte de vivre dans mon atelier et non pas avoir un atelier dans ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je m'en fous qu'il y ait des choses visuelles de partout parce que en fait, c'est des choses exposées. Je vais même accrocher des trucs sur le mur et de la couleur de partout. Et rien que de le voir, ça m'apporte de la joie et de la sérénité. Parce qu'il n'y a que ça en fait qui m'apaise l'esprit quand je vais pas bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Je vais vous dire ce que j'aimerais, mais je ne peux pas vous dire que ça sera certain que ça soit comme ça. Le challenge, j'aimerais le continuer. Pour l'instant, je ne peux pas parce que toujours pas eu d'infiltration, un cumul de fatigue et j'ai un retour de bâton dû à tout ce stress émotionnel et ces ascenseurs émotionnels que j'ai pu avoir, parce que si j'avais eu finalement tout en même temps, j'aurais eu un ascenseur émotionnel. Mais là, ça n'a pas été le cas du tout.
Et ça m'a fatigué encore bien plus. Et j'ai besoin de continuer à me reposer comme je fais et à créer un petit peu des choses qui sont pour moi, pardon pour le micro, pour m'apaiser moi, pour me distraire mon esprit. Parce que quand je fais des vidéos, j'ai cette mauvaise habitude du perfectionnisme, de vouloir absolument vous faire des choses bien filmées, avec un maximum d'informations. Je parle beaucoup, c'est des vidéos qui sont toujours très longues et c'est trop fatigant. Ce que j'aimerais arriver à faire, c'est changer ma façon de faire les vidéos. Déjà, j'aimerais faire plus de shorts pour que, d'une part, je vais faire des shorts, j'aimerais faire des shorts sur du mix média que je fais quand moi j'en ai envie. Quand ça commencera, j'en sais rien du tout. Quand je reprendrai le challenge, je sais pas. Mais dès que je peux être installée et déjà d'être soulagée d'une part, au moins d'une partie de la hernie discale, les bras, etc., avec mon super siège de ouf que j'ai sur l'ordinateur, si déjà je pouvais avoir au moins cette douleur-là, moins importante, voire disparaître, on peut espérer, hein, mais au moins importante et me permettre de pouvoir faire l'ordinateur de façon plus prolongée et non pas à moitié je me lève, à moitié je me rassois, parce que pour vous c'est peut-être simple de faire une réponse pour un mail, mais pour moi c'est entre la TDAH dont je vous ai jamais parlé, entre les problèmes de concentration, les problèmes de rester avec mon esprit focus sur une chose, concentré sur une seule chose, alors que moi je vais voir un truc et mon esprit c'est un feu d'artifice en permanence, même la nuit, j'arrive pas. Et donc, et j'y arrive encore moins parce que les douleurs me distraient l'esprit, alors qu'avant, j'arrivais à distraire les douleurs par ce que je faisais. Mais l'ordinateur, c'est pas de la créativité, vous voyez. Donc ça ne me soulage pas comme de faire de la gel presse. La gel presse, c'est extrêmement douloureux à faire pour moi. Donc quand j'en fais, c'est sur la journée. Je fais un truc, je le laisse sécher, je le décolle pas, je vais m'allonger. Et ainsi de suite. Et je fais ça sur la journée. Des fois, je le fais sur plusieurs jours. Mais c'est très compliqué. Chaque chose à faire, pour moi, est extrêmement compliqué. Et j'ai besoin, psychologiquement, aujourd'hui, de faire des choses pour moi. Je vais aussi commencer une nouvelle thérapie, parce que j'avais une ancienne psychothérapeute qui était géniale. Je l'ai eue pendant 5 ans. Elle m'a énormément aidé à traverser toutes les phases d'acceptation, etc. etc. Son poste a été supprimé. Elle faisait partie du centre antidouleur de Bourges. Je dois normalement pouvoir en trouver une autre de ce que m'a donné mon médecin. Je vous dis, elle est géniale. Elle m'a cherché les noms et tout, etc. Parce qu'apparemment, maintenant, il y a un programme spécifique avec les psychothérapeutes, attention, pas les psychiatres, qui prennent avec la carte vitale. Et comme je suis à 100%, je n'ai pas à faire d'avance. Parce que je n'ai pas les moyens d'aller voir un psychothérapeute. J'ai pas l'argent pour. Je paye déjà mon aide ménagère avec l'argent de mes courses. Donc, elle m'a trouvé 2 sur lesquels je peux déjà m'axer, et j'espère que j'en aurai un des 2 qui vont me convenir. Parce que c'est pas facile de trouver un bon psychothérapeute en fonction de nos propres besoins. Ce qui va m'aider à passer ce cap de l'acceptation, etc. Parce que
étant malade depuis tellement longtemps et ayant passé par différents stades où j'en parlerai dans les podcasts, aujourd'hui, je me rends compte que ça m'aide, même si il y aura des moments où je suis complètement en pleurs, comme tout à l'heure. À la fin d'avoir parlé sur plein de choses, j'étais en larmes. J'étais encore dans l'esprit où mais pourquoi moi, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, machin. Tout ce que tout le monde peut, la normalité, on est humain. Mais je sais que le psychologique va évoluer, que j'ai besoin d'une personne pour m'aider à avancer. Et je sais que les choses vont avancer, donc ça me réconforte parce que j'ai déjà eu ce parcours. Et mais ça fait mal quand même. C'est dur quand même, je vous assure, même si on sait déjà qu'on va pouvoir psychologiquement aller mieux. Parce que le psychologique étant tellement important pour le reste du corps, les maladies et tout, je sais que je vais aller mieux, mais qu'il me faut du temps. Et là, je suis retournée dans la phase où je suis pour l'instant dans non, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste ce qui m'arrive. Et il faut que j'arrive à avancer. Et pour l'instant, j'ai besoin de penser à moi. Je suis désolée. C'est égoïste, mais j'en ai besoin. Là, j'en ai vraiment besoin parce que sinon, je vais tomber. Mais je ne pourrais pas me relever parce que je suis déjà tombée tellement de fois que je sais que si je retombe encore une fois, je ne me remonterai pas. Parce que j'en aurais plus envie de remonter. Et c'est dur hein, de remonter, je vous l'avoue. Hein. Et tout ce que je veux, c'est pas tomber super bas. Et voilà. Et moi, j'aimerais faire des shorts. Au moins des shorts. Parce que c'est facile. Il n'y a pas beaucoup à filmer. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de parler. Je peux prendre plusieurs plans, faire un petit montage et vous montrer des petits partages. Pour vous dire que je suis toujours là et que voilà. Et que j'ai fait ça. Maintenant, faire des longues vidéos et comme avant, pour l'instant, je peux pas. Je vois pas comment je pourrais le faire. J'en ai même pas envie. Je suis trop dans ce qui m'arrive en fait. Et trop dans la douleur encore. J'espère vraiment que à la longue, entre les dosages de morphine et que les futures infiltrations, mais c'est pas encore, on est que début septembre, je vais voir la rhumatologue le 12 novembre. C'est pas pour les infiltrations ce jour-là. Hein. Donc je sais pas quand est-ce que je vais les avoir. Donc c'était très dur pour moi de vous faire cette vidéo parce que d'une part, moi je m'étais donné ce challenge que vous savez, ce projet à long terme sur ma chaîne YouTube et tout, et j'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de tomber en fait. Peut-être que ça va aller mieux dans quelques mois et hop, que ça sera du passé cette période actuelle, mais pour l'instant je suis pas dans cette phase-là du tout. Et tant que je ne serai pas soulagée physiquement, j'irai pas mieux psychologiquement et donc j'arriverai pas. Mais en tout cas, je sais que dès que je pourrai faire, peut-être que j'arriverai à faire une vidéo ou deux de temps en temps, etc. Et les mails, dès que je peux, je les traiterai. Et il y aura le tirage au sort. Tout reprendra en fait. Mais pour l'instant, je peux pas. Tout va reprendre. Mais il faut que pour l'instant, tout se fasse. Les rendez-vous, les infiltrations, le kiné, et que ça porte ses fruits. Donc ça va être long, hein, tout ça. Et je vous demande simplement d'être patiente et de rester là, de ne pas me laisser tomber. Je comprendrai très bien, hein. C'est normal, hein,
quand on a pu les vidéos d'une personne qu'on aimait bien regarder, qu'on les a pu, bah, on n'a plus envie de rester abonné à sa chaîne. Hein. Mais ça me ferait encore bien plus de mal de savoir que tout le travail acharné que j'ai pu faire jusqu'à présent, il tombe à l'eau. Mais c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Mais me laissez pas tomber, parce que vous êtes un soutien pour moi aussi. Et je sais pas comment va évoluer les choses. Là, je suis au milieu de l'océan et je sais pas vers où le vent va m'amener. Tout ce que je sais, c'est que ce que je pratique un petit peu tous les jours, c'est du mix média en tout genre. Mais ça peut être simplement d'avoir dessiné un champignon et le peindre, hein, de cette taille-là. Et pour moi, c'est quelque chose. Je vous parle pas de trucs immenses, hein. J'y arrive pas, c'est trop fatigant. Mais tous les jours, il faut que j'ai un petit peu de peinture sur les doigts. Je suis contente quand j'ai un peu de peinture sur les doigts. Donc voilà, j'essaierai de faire au moins quelques shorts. Et peut-être des petits coucous comme ça pour vous dire un peu l'évolution des choses. Je sais pas, un peu comme des vlogs. En fait, j'aimerais arriver à faire des vidéos sans avoir à faire de montage comme si c'était un live, mais c'est une vidéo. Comme ça, je fais et je balance la vidéo, pas de montage, brut de pomme, avec toutes mes conneries dedans et mes reprises de respiration et tout, tant pis. Mais au moins, vous verrez. Et ça serait des vidéos où, voilà, il y aurait juste des moments où je fais pause parce que je vais me reposer, je reviens, je reprends le truc, je relance la vidéo. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de montage, quoi. Et ça encore, je pourrais peut-être arriver à en faire. Mais voilà, je peux rien vous promettre pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est juste en stand-by. Je n'arrête rien. C'est juste en stand-by pour que je puisse aller mieux. Et que tous les soins qui doivent être mis en place et que tout puisse se mettre en place et commence à avoir un effet sur moi. Et surtout ces putains d'infiltrations. Voilà. J'aimerais aussi arriver à faire des vidéos où vous avez tout en accéléré et que ça soit de la voix off. Comme ça, je fais pas en même temps et c'est moins fatigant pour moi. Vous voyez, d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui, là on est le soir, je suis exténuée. Mais je suis fatiguée. Pourtant, j'ai pas utilisé mes bras, mais j'ai autant mal dans les bras que dans les jambes, que de partout. Juste parce que j'ai parlé. C'est dingue, hein? Et je voulais vraiment être naturelle pour vous montrer en fait ma réalité. Parce que jusqu'à présent dans les vidéos, je suis toujours voilà, joyeuse, ça va, vous inquiétez pas, j'y arrive, machin. Bah là c'est dur, hein. C'est vachement dur. Et voilà. De toute façon, je vous tiens au courant. Dès que je peux, de toute façon, je mettrai des posts. Dès qu'il y aura des choses que je pourrais faire, je vous préviendrai dans la communauté. Je mettrai des posts, genre, ça y est, j'ai eu mes infiltrations, je peux enfin traiter les mails. Ou ça y est, aujourd'hui, j'ai traité telle chose. Ou je vous tiendrai au courant. Je vous laisserai pas dans l'inconnu. Comme ça a pu être le cas pendant les 1 mois et demi, mais j'avais pas envie ni de parler, ni de voir qui que ce soit. En même temps, je voyais personne. Mais j'avais juste envie de rester cachée dans mon coin et... Enfin, voilà. Et j'espère que vous accueillerez bien cette vidéo.
Désolée pour les personnes qui attendaient quelque chose de spécifique au niveau du programme des prochains mois. Je suis toujours là. Je vais continuer à faire tout ce qu'il faut pour aller mieux. Mais il me faut du temps. Du temps pour moi. Et du coup, pour l'instant, je ne peux plus vous donner du temps. Du moins, plus comme j'aimerais. Donc, j'espère que vous serez toujours là. Vous savez que je suis toujours joignable. Vous avez déjà certaines, toutes mes coordonnées. Par mail, même Messenger et tout ça. Par contre, si vous pouviez, je fais passer un message, si vous pouviez à certaines, évitez de m'envoyer un message sur Messenger à minuit. Alors peut-être que vous ne dormez pas, mais moi, c'est peut-être le seul moment où je dors. Et comme je dors très peu, je peux dormir 1h30 en début de soirée et après ne plus dormir de la nuit jusqu'à 4h30. Et après dormir encore 1h30. Donc, juste respecter l'heure de vos envois parce que moi, ça me donne une notification et que je laisse toutes mes notifications et le son de mon téléphone parce que ma fille n'est pas avec moi. Donc forcément, le son il y est, etc. Parce que si c'était elle, on ne sait jamais. Voilà. J'ai oublié de détailler plein de choses. Mais bon, ça suffit déjà. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous dis simplement, prenez soin de vous. Continuez à créer. Je ne vous abandonne pas. Je reviendrai dès que je peux. N'hésitez pas à me partager ce que vous faites. Par Messenger si c'est possible. Parce que par mail, j'ai tellement de mails à traiter que pour l'instant, je suis submergée. Mais n'hésitez pas à me partager des petites créas ou des choses que vous faites sur Messenger. J'en serais super contente. Et puis, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!